Bonjour, tout nous différencie et pourtant, une fois de plus, tout nous rapproche avec nos voisins britanniques. Alors que la France s'apprête à voter pour les élections législatives, dont peu de Français, il faut bien le dire, comprennent la raison qui a poussé Emmanuel Macron à les convoquer, les citoyens de Sa Gracieuse Majesté se rendent aux urnes au même moment, eux aussi pour un scrutin anticipé que rien, en apparence, ne justifiait. Faut-il y voir là également le signe d'une crise profonde? Vous nous répondrez, Agnès Poirier, correspondante à Londres de l'hebdomadaire L'Express. Mais d'abord, écoutons-les, les dirigeants des deux principaux partis favoris pour rester ou devenir Premier ministre en cas de victoire. Le sortant Rishi Sunak, conservateur d'un côté, de l'autre, Keir Starmer, qui dirige l'opposition travailliste. Je comprends que les gens hésitent à nous accorder à nouveau leur soutien. Je ne suis pas aveugle aux frustrations qu'ils éprouvent à mon égard, à l'égard de notre parti. Ces dernières années n'ont été faciles pour personne, avec le Covid, l'Ukraine. Nous n'avons pas tout réussi. Nous n'avons pas fait autant de progrès que nous l'aurions souhaité dans certains domaines. Mais cette élection n'est pas une élection partielle. Ce n'est pas un référendum sur moi ou notre parti. Il s'agit d'un choix sur l'avenir de notre pays et sur le gouvernement que vous voulez pour diriger pendant 5 ans. Dans cette campagne électorale, le Parti conservateur met désespérément sur la table des offres non financées jour après jour. Je ne suivrai pas le gouvernement sur la voie des engagements non financés, car lorsqu'on perd le contrôle de l'économie, ce sont les travailleurs qui en paient le prix. Agnès Poirier, les sondages annoncent inlassablement depuis des mois un raz-de-marée travailliste. Qu'est-ce qui a donc bien plus poussé le Premier ministre conservateur Rishi Sunak à convoquer des élections générales dans pareilles circonstances ? De toute façon, il était obligé, dans ce sens où des élections allaient se tenir cette année. Vous savez, en Angleterre, c'est le Premier ministre qui décide l'année qui arrive, l'année des élections, de la date. Alors, on pensait que ce serait en mai, il avait dit au début de l'année que ce serait à l'automne, et là, effectivement, il y a un effet de surprise, mais il fallait bien en arriver là. Et c'est très rare, en fait, ça a surpris tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'élection pendant l'été depuis 1948, c'est tout. Sinon, il fallait bien qu'ils finissent par voter. Personne ne s'y attendait, sauf des membres de l'entourage même de Rishi Sunak, soupçonnés d'avoir parié sur la date du scrutin auprès des bookmakers en toute illégalité. Oui, alors vous savez que les Britanniques adorent parier, donc sans doute qu'ils n'ont pas pu s'en empêcher. Mais si vous voulez, c'est très symptomatique d'une fin de règne, en fait. Une espèce de petite corruption ordinaire. Et après les soirées arrosées de Downing Street, depuis lesquelles... Partygate. Voilà, exactement. Et il y a ce genre de choses qui n'étonnent plus personne en Grande-Bretagne. Et qui entachent définitivement la mandature conservatrice. La victoire annoncée des travaillistes, au final, pourrait bien être historique par son ampleur. Oui, absolument. Alors, je vous donne le dernier sondage que j'ai vu parce qu'en fait, il y en a tout le temps. Et les chiffres sont assez variés, mais c'est une question de degré dans le raz-de-marée travailliste. Donc, The Economist, le 26 juin, parle de 465 sièges au Parlement pour le Labour, c'est-à-dire le plus grand score de toute l'histoire du Labour, et pour les conservateurs, 76 sièges. Ouais. Et alors ça ne s'est jamais vu et ils existent depuis 200 ans. Oui, ils pèseraient à peine plus de 10% du Parlement. Absolument. Au-delà de leur appartenance politique, qu'est-ce qui différencie les deux candidats, Antoine Feneau ? Eh bien, écoutez, les deux candidats des deux principaux partis, vous l'avez dit, veulent plus ou moins la même chose. En tout cas, c'est l'un des axes principaux de leur programme, c'est de ressusciter les services publics, notamment britanniques. On débute avec les favoris du scrutin, les travaillistes de Keir Starmer, qui ont un axe, c'est le sortir de l'ornière, le système de santé du pays, le fameux NHS, un système de santé en difficulté chronique depuis de nombreuses années, crise de financement, crise de personnel. En témoigne notamment cette grève des infirmiers et des médecins historique qui a été lancé cette année. Ainsi, c'est un service de santé publique en crise avec une statistique évocatrice que j'ai retrouvée ici pour vous. C'est le temps d'attente aux urgences dans le système de santé public britannique. Il explose après la période Covid à partir de 2021, vous le voyez ici. Et ça s'explique notamment par un manque chronique de personnel. Chronique de personnel avec lequel le NHS répond, notamment en employant beaucoup d'étrangers. Vous les apercevez ici, ils sont 25 000 Indiens, 25 800 000 notamment Indiens, plus de 22 000
000 Philippins à travailler dans les couloirs des différents hôpitaux britanniques. Le Premier ministre conservateur a promis des recrutements massifs également, mais comment le faire sans augmenter le budget, en s'appuyant donc, vous l'avez compris, sur les étrangers et l'immigration. C'est aussi l'un des enjeux centraux de cette campagne. Les Brexiteurs avaient promis de stopper l'immigration. En réalité, il n'a été absolument pas le cas. Voici donc cette courbe des arrivées sur le territoire britannique. Et vous voyez bien qu'elle explose à partir de la période post-Brexit que vous voyez juste ici. Rishi Sunak a d'ailleurs été largement attaqué sur ce sujet par les travaillistes. En tout cas, les deux camps promettent de ne pas augmenter les impôts. On l'a entendu dans la bouche de Keir Starmer, un défi, alors que vous allez le voir, le PIB, lui, britannique, stagne ces dernières années. Ici, les chiffres de 2023 et des projections pour 2024. La dette, elle aussi, augmente. Alors, comment faire des promesses sans augmenter les impôts? Pour l'instant, on rase gratis. Oui, Agnès Poirier, ça fait bientôt 3 décennies qu'on entend parler de réhabiliter, du besoin de réhabiliter ces services publics au Royaume-Uni. Ça va si mal? Ah oui, et puis ça fait longtemps, ça ne fait pas quelques années, moi je dirais ça fait 30 ans. Alors, Tony Blair avait quand même renversé la vapeur et injecté quand même de l'argent public dans la NHS, mais la politique... Service de santé, NHS, tout l'équivalent à fait. de la sécurité sociale française. Absolument. Mais alors, non, ce n'est pas tout à fait la sécurité sociale, c'est vraiment les hôpitaux. Et c'est important parce que c'est la gratuité totale. Et en fait, en Grande-Bretagne, le gros problème, c'est que soit on est dans le système public totalement gratuit, soit on a le choix avec le système privé où une consultation d'un expert, enfin d'un spécialiste, est plutôt de l'ordre de 500 €. Et il n'y a rien entre les deux. De même que les patients du NHS n'ont jamais accès à leurs résultats sanguins, à leurs examens. Et donc aujourd'hui, on a un quart de la population active, entre 18 et 64 ans, qui en fait a une assurance privée. Et c'est à ça, en fait, qu'on va arriver. C'est-à-dire que les gens très pauvres se tourneront vers le NHS, et puis ceux qui en ont les moyens auront une assurance privée. Alors, certains, au Labour, regardent vers la France et vers le système des mutuelles, parce que cette espèce de grand écart ne convient finalement plus à la population. Pourquoi aucun gouvernement n'est parvenu à redresser la barre jusque-là? D'abord, il y a eu quand même la politique d'austérité entre 2010 et 2015 qui a fait créé beaucoup de problèmes. Et puis, la pandémie de Covid, là, ils se sont concentrés sur le principal, ce qui fait que goulot d'étranglement. Et là, aujourd'hui, il y a 7 millions de Britanniques qui attendent une opération. Pareil, quand on regarde les chiffres de traitement des cancers, très, très lent à arriver à un diagnostic. Et ensuite, parfois 18 mois avant d'avoir une opération ou une chimiothérapie. Et donc, c'est très simple. Quand on regarde, par exemple, l'espérance de vie, elle baisse depuis la première fois en 50 ans. Donc, c'est un peu catastrophique, oui. On avait le sentiment, en écoutant là à l'instant Antoine Fenot, que le mot impôt est devenu tabou au Royaume-Uni. C'est l'héritage de Margaret Thatcher, son libéralisme, ou bien au contraire le souvenir de la poll tax qui a provoqué son départ? Non, je pense que, si vous voulez, Thatcher a effectivement coupé beaucoup dans les services publics, et puis a fait de la baisse d'impôts, un petit peu comme Reagan à l'époque aux États-Unis, une espèce de vertu. Et finalement, le Labour de Tony Blair et le Labour de Keir Starmer a accepté cet état de choses. C'est devenu culturel. Absolument. Donc, quand on est sérieux, on n'augmente pas les impôts. Et comme Keir Starmer se présente comme un gestionnaire compétent et sérieux, il a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts. Ceci dit, il sera bien obligé de le faire, peut-être durant un second mandat. Il a juste parlé d'une taxe sur les compagnies pétrolières. Ça, c'est intéressant parce qu'il a dit, grâce à ça, je vais créer des postes dans la police et chez les enseignants. Et il a aussi parlé de lutter contre l'évasion fiscale. Mais c'est assez timide, vu de France. Mais pour le moment, c'est là-dessus. Il ne veut pas faire peur aux électeurs très modérés, voire conservateurs. Et pourquoi les Britanniques sont-ils autant hostiles à l'idée d'impôt? Peut-être parce que la vie y est si chère. Avec la crise du coronavirus puis la guerre en Ukraine, partout les prix de l'électricité ont flambé. Mais c'est au Royaume-Uni qu'on trouve en Europe les hausses les plus vertigineuses. Reportage de Clovis Casali et Julien Sauvaget. Bristol, ville du sud-ouest de l'Angleterre.
Tom enseigne l'histoire à des élèves de milieux populaires. Ici, les prix du logement ont explosé ces dernières années. La crise financière a tout changé selon lui. 2008 a été le point de bascule. Jusque-là, les salaires dans le public étaient plutôt bons. Certains de nos collègues un peu plus âgés, dans la cinquantaine, pouvaient acheter une maison il y a encore 20 ans, quand ça coûtait moins cher et que leur pouvoir d'achat était meilleur. Mais pour les professeurs qui ont aujourd'hui 20, 30, même 40 ans, c'est beaucoup plus dur. En première ligne de cette fronde sociale, les hôpitaux, avec le NHS, joyau du Royaume-Uni, gratuit et à bout de souffle. 10 000 postes de médecins ne sont pas pourvus dans le système de santé britannique. Le Brexit a aussi compliqué les choses. 4 000 soignants auraient choisi de ne pas venir travailler au Royaume-Uni depuis la sortie de l'Union européenne. Le Royal College des médecins dit qu'il y a 500 morts par semaine à cause des délais trop longs. On a des histoires terribles et horribles avec des patients qui attendent sur des lits d'hôpitaux 10, 12 heures. Ça n'est pas acceptable. Les infirmières sont dans la rue. Les augmentations de salaire proposées par le gouvernement n'ont pas convaincu. Agnès Poirier, les manifestations qu'on a vues se développer ces derniers mois rappellent le Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement qui avait été à l'époque fatal aux travaillistes et amené au pouvoir Margaret Thatcher. Une parenthèse se referme aujourd'hui. Ce sera le futur problème quand même dans les semaines à venir du gouvernement travailliste. Mais enfin, disons que d'abord, des concessions ont été faites sur les salaires par le gouvernement Rishi Sunak. Et puis, bon, l'atmosphère va forcément se détendre. Mais oui, le NHS, depuis le Brexit, ne dispose pas de la main-d'œuvre des Européens. D'où l'afflux d'Indiens, de Philippins, mais il n'y a pas assez de médecins, d'infirmières. Manque de main-d'œuvre. Ces élections, elles sont décisives, mais c'est bien un pays qui est en panne, Hervé Amoric. Cette station balnéaire du nord-est de l'Angleterre a perdu sa splendeur d'autrefois. On a l'impression que le temps s'est arrêté à l'époque victorienne ici. Mais c'est un lieu de villégiature prisé par les retraités du pays. Scarborough est un bastion conservateur depuis les années 1970. Le député sortant est en poste depuis 20 ans. Mais cette époque semble révolue. Selon les sondages, la candidate travailliste a 80% des chances de l'emporter ici. Comme dans l'ensemble du pays, ce sera un raz-de-marée pour la gauche. Non pas parce que le chef de file des travaillistes, Keir Starmer, est très populaire, mais les conservateurs enchaînent scandale sur scandale. Après avoir sabordé l'économie sous Liz Truss, le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, est accusé de laxisme pour son hésitation à sanctionner les dirigeants conservateurs qui ont placé des paris sur la date des élections avec délit d'initiés. Les deux derniers débats télévisés ont favorisé le patron des travaillistes. Son adversaire semble trop loin des préoccupations des électeurs. Lui, Rishi Sunak, milliardaire à 44 ans. Les symboles de cette crise qui étreint le Royaume-Uni, certains pubs indépendants, véritables institutions dans le pays, sont menacés de fermeture, comme le montre ce reportage à Londres réalisé en janvier 2023 par Julien Sauvager et Clovis Casali. Le Highbury Barn. Plusieurs générations ont fréquenté ce pub indépendant du nord de Londres. Dans son bureau, la manager Fatima fait les comptes. Avec le Brexit, difficile de recruter du personnel qualifié, où il faut les payer cher. Et en plus, il y a la flambée du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie augmente le coût du fonctionnement du pub, mais aussi le prix des boissons, de la nourriture. Ils font monter les prix sans cesse. Le pub est une institution au Royaume-Uni, mais le pouvoir d'achat a chuté. Les gens qui buvaient avant 10 pintes, maintenant, ils en achètent une, peut-être une meilleure, et ils choisissent de faire une grosse soirée au lieu de plusieurs. Avant, la dernière semaine du mois était calme. Maintenant, c'est calme à partir du 15. Les habitués nous disent « je n'ai plus assez d'argent pour le reste du mois ». Fatima négocie souvent avec ses fournisseurs. Pas facile quand on n'est pas une grande chaîne de pubs. Alison a lancé un projet avec des pubs indépendants. Les clients payent 20 livres pour en obtenir 100 en bon d'achat.
les groupes vont avoir des équipes marketing, vont avoir des ressources pour développer leur activité, ce qui n'est pas du tout le cas des pubs indépendants qui, eux, sont concentrés surtout à recruter du staff et servir leurs clients. Donc on a lancé cette initiative pour amener les consommateurs aux pubs indépendants dans lesquels ils ne seraient pas nécessairement allés. Agnès Poirier, il y a là aussi en cause, bien sûr, les factures d'énergie. On a l'impression quand même que ce n'est pas uniquement une question de coût pour les pubs. Il y a aussi peut-être un changement d'habitude chez les Britanniques depuis la crise du Covid. Ce lieu de rencontre, de sociabilisation, c'est un peu un pan de la culture britannique qui aujourd'hui est à l'abandon. Alors, il y a la culture du pub après le travail, sauf que pendant la pandémie, le travail, c'était à la maison. Et qui a perduré quand même très très longtemps. Hein. Je pense qu'on est revenu vraiment, il y a peut-être en septembre 2023, à ce que les gens retournent. Et puis retournent au travail et donc au pub vers 17h. Donc ça, c'est en fait un changement de style de vie. Et puis il y a le coût de la vie. Effectivement, la vie est très très chère en Grande-Bretagne, bien plus qu'en France. Et il n'y a pas qu'en Angleterre que les services publics à la dérive et la vie chère profitent aux candidats travaillistes. L'Écosse, si l'on en croit les sondages, s'apprête ainsi à tourner le dos aux indépendantistes, Antoine Fenot. Oui, absolument. Et je voulais vous partager notamment ce sondage. Il est tout récent. Il émane de l'Ipsos au Royaume-Uni qui a fait ce sondage début du mois de juin. Et vous le voyez, le Labour, les travaillistes sont au coude à coude avec le SNP. C'est le parti indépendantiste écossais. Ils sont tous les deux donnés à 36% des intentions de vote. Il faut dire que les indépendantistes écossais sont en difficulté ces derniers mois au Parlement local, justement. En témoigne notamment la démission du Premier ministre, Humza Yousaf, que vous voyez juste ici, qui avait donc démissionné suite à un risque de vote de défiance, double vote de défiance même au Parlement écossais. Il a été remplacé en catastrophe par John Sweeney, que vous voyez juste ici. C'est un ancien adjoint de Nicola Sturgeon, la très populaire Premier ministre écossaise. Il a même dû sortir de sa retraite en catastrophe pour reprendre les rênes de l'Écosse après la victoire du non au référendum d'indépendance. Souvenez-vous, organisé en 2014, eh bien, les indépendantistes sont en difficulté. Vous l'avez dit, la vie chère, la dégradation du pouvoir d'achat touche aussi les Écossais et la dynamique de l'indépendance, il faut bien le dire, elle n'est plus là. Et sur la soixantaine de circonscriptions, on les voit ici, réservées à l'Écosse, au Parlement de Westminster, les travaillistes pourraient donc remplacer le SNP et en empocher une grande partie, plus de 60% de pertes annoncées pour le SNP dans ces circonscriptions. Agnès Poirier, les Écossais prêts à troquer leur velléité d'indépendance pour peser davantage à Westminster ? Oui, c'est possible. Et puis, quand même, les années Nicola Sturgeon ne se sont pas bien finies. Hein. Elle a anticipé, elle savait par exemple que son mari, qui était à la tête, un des dirigeants du parti national écossais, allait faire l'objet d'une enquête interne pour supposée malversation. Et donc, si vous voulez, sa voix ne pèse plus grand-chose et ils sont dans la tempête. Ils ont eux aussi été au pouvoir pendant très longtemps finalement. Et le rêve indépendantiste, ma foi, est en train de s'éclipser. C'est plutôt comptable aussi de services publics à la bien dérive. Bien sûr, absolument. C'est plutôt en Irlande qu'on va parler, je pense, bientôt de peut-être réunification. Ce serait un autre sujet. Il y avait aussi eu en 2019, alors on a vu notamment les circonscriptions du Sud conservatrices qui pourraient tomber pour certaines aux mains des travaillistes, et puis il y avait eu en 2019, alors là, un mur finalement travailliste dans lequel Boris Johnson avait effectué une percée remarquable. Nombre de circonscriptions étaient tombées dans l'escarcelle du parti Tory à l'époque. C'est terminé, ces circonscriptions ouvrières du nord de l'Angleterre, elles revotent, elles redeviennent des bastions Labour. Et elles reviennent au bercail, oui. Mais alors n'oubliez pas, qui était contre Boris Johnson, qui était à la tête du Parti travailliste, c'était Jeremy Corbyn, qui était une espèce de repoussoir. L'équivalent de Jean-Luc Mélenchon ici en France. Absolument, et donc qui faisait peur à ses propres électeurs. C'était l'insurgé professionnel, si vous voulez. On se demandait même s'il voulait avoir le pouvoir, puisque c'est un député qui, toute sa vie, a voté contre son propre camp et qui faisait finalement de l'insurrection et de la manifestation permanente son mode de vie et d'action politique. Et comme a dit Keir Starmer, qui a réussi à recentrer le Labour au centre de la social-démocratie, il a dit « Moi, je ne suis pas là pour protester, je suis là pour gouverner ».
Du côté de Bruxelles, les élections au Royaume-Uni, est-ce qu'elles donnent l'espoir d'un changement de gouvernement peut-être plus favorable à l'Union européenne, Alix Le Bourdon ? Pendant la campagne au Royaume-Uni, le débat a très peu porté sur l'Union européenne. Les partis ont même cherché à éviter le sujet du Brexit, qui reste encore aujourd'hui une question très sensible dans le pays. Et ce n'est que très récemment que le Parti travailliste a évoqué ses projets en ce qui concerne les rapports avec l'Union européenne. Alors l'idée est d'améliorer ces relations avec l'Union européenne en alignant mieux le Royaume-Uni sur certaines règles de l'UE, comme pour les produits chimiques ou encore les services financiers. Mais ce sont finalement des changements à la marge qui laissent espérer une meilleure ambiance générale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais qui ne vont pas bouleverser ces relations. Les travaillistes excluent, par exemple, de revenir à la libre circulation des personnes ou de rejoindre à nouveau le marché unique européen. Mi-avril, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak avait d'ailleurs refusé d'ouvrir les négociations avec Bruxelles pour relancer la mobilité des jeunes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les entreprises britanniques sont également préoccupées puisque depuis le Brexit, elles ont des coûts supplémentaires et des charges supplémentaires dès qu'il s'agit de commercer avec des entreprises de l'Union européenne. Agnès Poirier, si Keir Starmer devient Premier ministre, un retour dans l'Union européenne est impossible ? Alors, pas dans un premier temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Brexit est, comme dans Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, le chien qui n'aboie pas et qui pourtant révèle toute l'intrigue. C'est-à-dire que pendant la campagne, on ne parle pas du Brexit. Si certains journalistes, pendant les débats, parlent du Brexit, le conservateur Rishi Sunak et Keir Starmer regardent ailleurs, parlent d'autre chose, un ange passe. Oui. Donc, il s'agit de ne pas rouvrir les plaies, si vous voulez, parce que quand même, depuis 8 ans, ça a été une espèce de dépression nerveuse à l'échelle nationale. Alors, donc, a priori, durant son premier mandat, ça sera juste une question d'atmosphère qui va se détendre avec l'Union européenne. Il gardera peut-être des choses plus pratique et peut-être un rapprochement plus effectif pour son second mandat. Il faudrait peut-être donc campagne, dans le cas d'un second mandat, sur une promesse de rapprochement avec l'Union européenne. Car c'est bien là tout le paradoxe du Brexit, cette sortie de l'Union européenne négociée dans la douleur et qui n'a pas permis jusque-là d'accomplir les rêves de prospérité des Britanniques. Retour sur ce vote, c'était le 23 juin 2016. Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt. J'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs. Son camp vient de l'emporter au terme d'une nuit pleine de suspense. Les résultats montrent un pays divisé. En rouge, l'Angleterre, le Pays de Galles ont largement voté pour le Brexit. En bleu, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Londres ont voté contre. Preuve de ces divisions, cette image à Londres d'un Boris Johnson sifflé en sortant de chez lui. Le chef de file des pro-Brexit, ancien maire de Londres, vient de dire qu'il ne voulait rien précipiter quant à la sortie de l'Union européenne. Mais dans la capitale, l'heure est à l'inquiétude et au questionnement. Avec le Brexit, c'est 13% de la population européenne qui s'en va et une onde de choc mondiale. Le Royaume-Uni est le premier pays à quitter l'Union européenne. Et 8 ans après le référendum, on peut le dire, les Britanniques s'en mordent les doigts aujourd'hui. Ah oui, si vous regardez les sondages, c'est évident. Je crois qu'ils sont plus de 60% à dire que c'était une erreur fatale. Maintenant, c'est une question de démographie aussi. Et donc, il faudra peut-être une génération pour qu'ils reviennent dans l'Union européenne et aussi de très mauvais résultats économiques qui sont là. Alors, ce n'est pas la catastrophe. Oui. Bien sûr, ils ont survécu, mais ça pèse énormément. C'est un boulet pour l'économie britannique. Et donc, ça va être difficile pour Keir Starmer, d'ailleurs, de remédier au Brexit dans les faits, sans remédier à l'origine du Brexit. Et pourtant, le principal avocat du Brexit à l'époque, qu'on vient de voir d'ailleurs dans ces images, Nigel Farage, lui est toujours là, et même son Reform UK, le parti qui l'a créé tout dernièrement, se porte très bien.
Ah oui, alors c'est une espèce de caméléon, Nigel Farage. Donc il était UKIP, oui. Voilà, UKIP, Brexit Party. Et le revoici en général quand les conservateurs sont vraiment soit divisés, soit un genou à terre. Et là, il s'est dit, je vais tirer mon épingle du jeu. Et il est très possible qu'il le fasse d'ailleurs, puisque il y a un récent sondage qui lui donnerait 18 sièges au Parlement. Alors, bon, on verra, parce que c'est très difficile de faire des prédictions, mais ce serait un coup de tonnerre à Westminster, puisqu'il n'a jamais réussi à être élu député. Il était député européen, mais pas député britannique à Londres. Ce Singapour sur la Tamise qu'on nous promettait du temps, justement, de Nigel Farage, plus encore Boris Johnson, Liz Truss, est en train d'accoucher finalement d'une résurrection de l'État-providence, qui l'eût cru? Ceci dit, c'était un concept, une idée un peu farfelue. Alors, l'État-providence, il ne faut pas aller... On n'est pas là encore, on verra ce que fera Keir Starmer. Voilà, disons qu'on peut parler d'État-providence, encore faudrait-il qu'il augmente les impôts et qu'il injecte massivement des sous dans tous les services publics. Mais enfin, disons que oui, en termes conceptuels, on va de Singapour sur la Tamise à l'État-providence. Merci beaucoup Agnès Poirier d'avoir été avec nous avant ces élections générales au Royaume-Uni. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le monde dans tous ses états, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine pour une nouvelle émission.